Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très récurrent en ce moment, qui revient souvent dans l'actualité. Donc on va parler de l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour but de vous dire, selon moi, si oui ou non il faut investir dans la FDJ et est-ce que c'est une bonne solution pour un investissement au long terme. Donc, faut comprendre une chose, c'est que récemment, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'il faut investir oui ou non dans l'FDJ, pourquoi, etc. Donc là, dans cette vidéo, je vais faire une vidéo assez longue, certes, mais qui va détailler de manière la plus exhaustive possible le pourquoi du comment. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis très personnel sur la question. Donc, comme vous le savez probablement, l'État français s'apprête à céder l'un de ses bijoux de famille, hein, à savoir la Française des Jeux, donc société emblématique quand même, puisqu'elle a près d'un siècle et elle est très connue, disons. La FDJ s'apprête à faire son entrée en bourse à la Bourse de Paris. Donc cette introduction en bourse se fera le 21 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 17 à l'heure où je tourne cette vidéo, mais sachez que depuis le 7 novembre, vous pouvez déjà souscrire au capital de la FDJ, et ce jusqu'au 19 novembre. Donc à l'issue de cette période, donc au 19 novembre, le cours boursier d'introduction en bourse, il sera déterminé, il sera définitif, et la cotation, elle se réalisera dès le 21, pardon. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut, je dirais, se hasarder à souscrire à la Française des Jeux et est-ce que c'est une bonne solution pour un investissement long terme? Et c'est exactement ce à quoi je vais répondre aujourd'hui. Alors, la Française des Jeux, faut comprendre une chose. Alors, pour préciser un petit peu le contexte actuel, c'est la première grande privatisation de l'ère Macron. Et l'objectif de cette privatisation, c'est de favoriser l'actionnariat populaire, c'est de favoriser l'investissement financier finalement des Français et leur redonner un peu le goût de la bourse. Alors la FDJ, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le premier opérateur de jeux d'argent en France, la deuxième loterie européenne, hein, voilà, le loto, etc. Et la quatrième loterie mondiale. Pardon, la FDJ, on peut recenser au sein de la FDJ 25 millions de joueurs réguliers, donc c'est assez considérable, puisqu'en France on est peut-être 65, 66, 67 millions d'habitants, donc c'est énorme. Et les trois grands domaines d'activité de la Française des Jeux sont d'une part la loterie nationale, c'est clairement la majorité de son activité, puisque c'est 80% du chiffre d'affaires, 80% des mises. Ensuite, il y a les jeux de grattage, et enfin les paris sportifs. Et donc la FDJ a le monopole sur ces trois activités. Petite exception sur les paris sportifs, elle n'a pas le monopole en ligne et elle a seulement le monopole, disons, voilà, en distribution dans les points de vente. Donc en ce moment, donc qu'est-ce qui va se passer sur la FDJ? La FDJ, elle a toujours été, les actions de la FDJ ont toujours été, toujours restées, pardon, au sein du gouvernement et de grosses sociétés. Et aujourd'hui, le gouvernement, donc l'État décide de réduire considérablement sa part dans le capital de la FDJ, qui était à 72% jusqu'aujourd'hui, pour le baisser à 20%. Donc dès le 21 novembre, donc dans quelques jours, l'État passera d'une part au capital de 72 à 20%. Et donc la privatisation, elle portera sur 52% du capital. Je précise que les 28% du capital restant sont détenus par de gros actionnaires historiques. Donc c'est 52% du capital qui sera privatisé. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que il n'y aura pas 52% du capital qui sera ouvert au public. Il y aura seulement 33% du capital de la FDJ qui sera réservé donc au grand public, aux investisseurs particuliers, l'actionnariat populaire qui est tant plébiscité actuellement. Et le capital restant sera plus ou moins réservé à d'autres acteurs, d'autres entreprises, etc. Donc le flottant sera compris entre 33 et 52% du capital. A priori, on sera plutôt entre les deux. Donc qu'est-ce que le flottant? Je rappelle, c'est la part des actions qui sont directement disponibles et échangeables en bourse. Et moi, je considère que c'est assez peu. Par exemple, sur une entreprise comme Total, le flottant, il doit avoisiner les 90-92%. Et le problème d'une société où le flottant est faible, en l'occurrence, l'État va conserver 20% du capital, c'est qu'il y a toujours possibilité de manipuler un petit peu les cours. Pourquoi? Parce que si le cours boursier dépend de l'offre et de la demande, la pression acheteuse et la pression de vendeur, en fait, plus il y a de vendeurs, plus le prix va baisser, plus il y a d'acheteurs, plus le prix va monter.
Bien, si l'État décide, parce que je sais pas, l'introduction se réalise très très bien, que le cours est très haut, etc., l'État français peut décider de progressivement lâcher ses 20% de détention au capital pour profiter voilà, de l'aubaine, on va dire, conjoncturelle, et donc ça fera forcément baisser légèrement les cours. Donc, la période de souscription d'actions, bon, c'est ce que je vous ai dit, hein, elle court jusqu'au 19 novembre 2019, depuis le 7 novembre 2019. Il s'agit, et ça c'est important de le comprendre, d'une offre à prix ouvert. Donc lorsqu'il y a une introduction en bourse, il existe différents types d'offres, offre à prix ouvert, à prix fermé, à prix fixe. Une offre à prix ouvert, en l'occurrence, c'est une offre au sein de laquelle le prix n'est pas fixé à l'avance et il se situera dans une fourchette, et en l'occurrence entre 16,50 € et 19,90 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous souscrivez, si vous souscrivez aux actions de la FDJ, vous savez pas encore combien vous allez payer. Vous savez que au moins cher, l'action elle coûtera 16,50 €, au plus 19,90 €, mais vous ne pouvez pas vous situer. Donc vous connaîtrez le prix définitif que bah, d'ici quelques jours. Et à mon avis, c'est une considération purement personnelle, la surmédiatisation pardon, que je trouve grotesque du gouvernement devrait a priori fixer le prix de l'action vers la fourchette haute, puisque je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de particuliers seraient tentés d'investir en bourse, et beaucoup auront probablement entendu parler de la bourse par ce moyen. Sur le plan stratégique, parce que, alors moi, quand j'analyse des sociétés, j'analyse le plan, enfin le côté stratégique et ensuite le côté financier, donc les valeurs, enfin vraiment l'analyse financière est fondamentale. Donc le business model de la FDJ, il est extrêmement simple. Il est robuste, il existe depuis longtemps et il existera encore très longtemps à mon avis, et il est résilient, c'est-à-dire qu'il est assez peu sensible à la conjoncture et aux crises. Le business model, il consiste tout simplement à faire en sorte que des joueurs placent leur argent, mise en fait pour avoir des gains éventuels ensuite, et ensuite la FDJ va tout simplement reverser moins d'argent que ce qu'elle a collecté, elle va réaliser une marge donc, et le gros avantage c'est qu'elle peut contrôler cette marge, puisqu'elle peut contrôler finalement combien d'argent elle va rétribuer aux parieurs, aux joueurs. Donc c'est un business model qui est très solide, et contrairement à toutes les technologies nouvelles, les nouvelles valeurs technologiques, etc., on sait que voilà, c'est comme Coca-Cola, c'est comme des sociétés, disons, de ce type, qui ont un business model assez simple. C'est une société qui est assez intemporelle. Ensuite, c'est une société qui repose, enfin c'est un business pardon, qui repose sur un ressort psychologique qui est bien connu. Et en l'occurrence, c'est aussi ça qui rend ce marché assez captif et assez, d'une certaine manière, addictif. C'est que ce business enfin, ressort, repose sur un ressort psychologique qui est la cupidité, la volonté de gagner toujours plus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui atteint souvent la plupart des investisseurs en bourse. Donc c'est un business, comme je dis, assez captif, il est assez addictif, et il est assez peu éthique. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise et qui reste intemporel. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, j'aurais même tendance à dire qu'en cas de crise, justement, le chiffre d'affaires de la FDJ aura tendance à croître, puisque la plupart, ceux qui jouent, finalement, ce ne sont pas les personnes les plus fortunées, ce sont les probabilités, elles le démontrent très logiquement, mais ceux qui jouent le plus au jeu à gratter d'argent, ce ne sont pas les classes les plus aisées, ce sont les classes moyennes ou les classes les plus pauvres. Donc en cas de crise, les gens ont encore plus envie par dépit finalement, de vouloir se lancer là-dedans et essayer de gagner de l'argent coûte que coûte. Ensuite, et ça c'est une considération importante, voilà, il y a une concession, enfin le monopole des jeux, de la Française des Jeux, seront échus dans 25 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un monopole qui va encore perdurer durant 25 années sur les jeux de la FDJ. Donc comprenez bien une chose, c'est qu'une fois que le monopole, dans 25 ans, que le monopole sera terminé d'une certaine manière, évidemment, ça laissera le champ libre à tout type de concurrence. Donc c'est important de comprendre que c'est pas un investissement sur toute une vie, la Française des Jeux. Ensuite, il faut savoir aussi une chose que j'ai analysée, de nombreux autres jeux sont soumis à la libre concurrence déjà aujourd'hui. En l'occurrence, les paris sportifs en ligne, vous connaissez peut-être les sites de paris sportifs, BetClick, Winamax, etc. Il y a aussi des paris hippiques et beaucoup d'autres jeux d'argent en ligne, hein. Donc par exemple du poker en ligne, etc. Et il faut savoir une chose, et ça c'est logique, et c'est une conjoncture qu'on peut retrouver partout, hein, dans le monde, c'est que le jeu de l'argent se digitalise de plus en plus. Et de toute manière, c'est un phénomène qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus d'importance, la digitalisation.
Donc le problème, c'est que la FDJ, elle a une présence en ligne qui est assez inexistante d'une certaine manière et la concurrence en ligne est très grandissante. Donc à l'issue de ces 25 années, on pourrait comprendre que la FDJ aura énormément de difficultés à perdurer. Ensuite, et ça c'est très important de le souligner, l'intégralité des activités de la Française des Jeux sont réglementées par le gouvernement français, par l'État français. Et ça, on va voir par la suite que ça pose un très grand problème. Donc la Française des Jeux, alors j'ai écrit que c'est la vache à lait de l'État. C'est un peu comme les radars finalement, même si bon, les radars ont une utilité quand même voilà, de protection des automobilistes, etc. Mais la FDJ, c'est réellement une vache à lait pour l'État, puisque c'est un moyen de générer du cash de manière complètement passive et facilement. Donc pour l'État, la FDJ, j'ai recensé 4 leviers d'enrichissement. Alors, il y en avait plus ou moins 3 juste avant, et j'ai rajouté le quatrième ici, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour l'État, la première manière de gagner de l'argent avec la Française des Jeux, c'est de percevoir les dividendes en tant qu'actionnaire. Donc, jusqu'alors, l'État était actionnaire à 72%, désormais ce sera 20%. Mais voilà, voilà, il y avait quand même environ un peu plus de 100 millions d'euros de dividendes versés l'an dernier, donc même 20%, ça fait quand même 20 millions pour l'État. Ensuite, la deuxième manière pour l'État de gagner de l'argent, ben, c'est l'impôt sur les bénéfices, donc l'impôt sur les sociétés, donc, qui est applicable à toute société soumise à l'IS. Et ça, je l'ai mis en gras, c'est vraiment le plus important. Il faut savoir que la FDJ, finalement, elle gagne, c'est complètement marginal les gains qu'elle réalise avec les dividendes ou l'impôt sur les bénéfices. Là où la FDJ rafle la mise, ou l'État, pardon, rafle la mise, c'est sur les prélèvements sur les mises. Quand vous allez acheter votre ticket à gratter et que vous grattez, vous allez payer indirectement beaucoup d'argent directement à l'État sous forme de taxation sur les mises des parieurs. Et donc la FDJ joue le rôle de percepteur d'impôts, de collecteur d'impôts. Et ensuite, j'ai rajouté ce dernier point, puisque désormais il est important. Étant donné que la FDJ va être privatisée, énormément d'actionnaires individuels, comme peut-être vous ou moi, vont détenir des actions. Et ces actions vont reverser des dividendes. Et avant, c'était pas vraiment important de le souligner, puisque l'État était le principal actionnaire, etc. Désormais, toutes les personnes qui vont disposer d'actions vont être imposées sur les dividendes, et donc l'État va de nouveau récupérer de l'argent là-dessus. Donc finalement, l'État joue un peu sur tous les tableaux et gagne un peu partout. Et donc, alors vous allez comprendre pourquoi l'État n'a pas besoin de la Française des Jeux, pourquoi elle réalise cette privatisation. J'ai décidé d'illustrer avec un graphique, parce que c'est très parlant, les différentes sources de revenus actuelles de l'État. Donc c'est par rapport aux 4 sources que j'ai écrites ici. Donc j'ai pas parlé de la dernière puisque aujourd'hui je ne peux pas la quantifier. Donc 95% des gains que réalise l'État sur la Française des Jeux proviennent des prélèvements sur les mises. Donc comprenez une chose, ça revient à prélever l'ensemble des mises finalement, ce que touche la FDJ, c'est le chiffre d'affaires. C'est pour moi, à ma connaissance, la seule société qui se fait imposer sur le chiffre d'affaires. C'est le prélèvement sur les mises. Et ensuite encore sur l'impôt sur les sociétés. Donc en réalité, l'État perd les 95% de ce que gagne l'État sur les FDJ provient des prélèvements sur les mises, donc des prélèvements sur le chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, c'est l'intégralité des ventes, finalement, donc des mises. Et à ma connaissance, aucune autre entreprise n'est imposée sur le chiffre d'affaires. Moi, je trouve ça scandaleux. Imaginez, vous avez une société, vous réalisez 1 million de chiffre d'affaires, puis ensuite, toute charge déduite, etc., il vous reste 100 000 euros dans la poche. Si vous étiez dans le même cas que la FDJ, vous serez d'abord imposé sur 1 million, et puis encore sur les 100 000 qui restent à la fin. Évidemment, dans ce cas-là, on vous en restera beaucoup moins, peut-être même rien, mais voilà. Donc on est quand même dans une situation où il est possible que la FDJ se fasse imposer sur le chiffre d'affaires, mais qu'elle soit en perte. Donc elle ne va pas payer d'impôt sur les sociétés, mais elle va quand même être en perte et être payée, enfin être imposée. Je trouve que c'est absolument aberrant. Et donc là, 2% de ce que gagne l'État sur la FDJ provient des dividendes. Donc comprenez une chose, c'est que si l'État cède son capital, en l'occurrence, l'État va céder 52% de son capital. Aujourd'hui, l'État gagne. Aujourd'hui, les dividendes, ça représente 2% des gains de l'État sur les FDJ. Donc, si l'État se délaisse et privatise 50% de la FDJ, ok, ça fait 1% de gains en moins par an pour l'État, puisque le gros du troupeau, c'est vraiment les prélèvements sur les mises. L'État, finalement, il n'en a vraiment rien à carrer des dividendes, puisque ça ne représente rien pour lui. C'est rien, c'est ridicule, c'est dérisoire. Donc,
comprenez une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'État va céder une infime partie de ses revenus, en l'occurrence 1%, puisque 1%, c'est ça, voilà, puisqu'il cède la moitié de son capital, et un peu plus d'1%, puisqu'il avait 72, mais voilà, contre énormément de liquidités tout de suite. Donc, en cédant à peine un peu plus d'1% des gains que l'État peut tirer de la FDJ, l'État français va récupérer, alors d'après mes calculs, 1,5 milliard d'euros de liquidités immédiates grâce à l'actionnariat populaire, donc grâce à tout le monde, tous les investisseurs, particuliers et professionnels, toutes les personnes qui achèteront des actions de la Française des Jeux. Donc c'est très important de le comprendre. Pour l'État, c'est une opération qui est complètement transparente, qui est indolore finalement d'un point de vue financier, qui est même d'ailleurs très avantageuse, puisque d'un côté, elle va perdre quelque chose d'absolument ridicule, dérisoire, mais en échange, empocher plus d'un milliard d'euros, ça c'est sûr et certain, et probablement 1,5 milliard. Donc, quelques chiffres sur la Française des Jeux, et ça, j'ai été les récupérer au niveau tout simplement du compte de résultat de 2018 de la Française des Jeux. Donc, donc la somme d'émise de la Française des Jeux sur l'année 2018, donc c'est le chiffre d'affaires finalement, il est de 16 milliards d'euros. Donc moi, pour moi, le chiffre d'affaires, c'est ça. Je considère que c'est la somme des ventes. Donc c'est la somme des mises. Je ne considère pas un autre chiffre. Donc pour moi, c'est 16 milliards d'euros. L'entreprise a un résultat net, un bénéfice en l'occurrence de 170 millions d'euros. Alors si on fait le ratio 170 millions, donc bénéfice net sur chiffre d'affaires, on obtient ce qu'on appelle la rentabilité nette de l'entreprise. Et je fais toujours ce calcul parce que les entreprises les plus performantes sont celles qui ont les rentabilités les plus élevées. Parce qu'elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas la nécessité de baisser leurs marges pour être au niveau de la concurrence, puisqu'elles ont un pouvoir de marché, etc., des avantages concurrentiels. Donc, pour moi, c'est un critère très important. En l'occurrence, la rentabilité nette de la Française des Jeux, elle est de 1,06%. Alors que pour une entreprise comme Hermès, Hermès c'est une super entreprise qui est vraiment en or que j'affectionne particulièrement, on est à 22% et en prévisionnel 23% de rentabilité nette pour 2019. C'est probablement l'une des entreprises les plus rentables de la Bourse de Paris, je précise. Je précise également une chose, l'entreprise Renault a une rentabilité plus élevée dans un secteur beaucoup plus concurrentiel que la Française des Jeux. Donc voilà. Ensuite, donc ça d'après la plupart des analystes, la valorisation boursière, donc ce sera la capitalisation boursière, lorsque l'entreprise va être introduite en bourse, est estimée à 3 milliards d'euros. Donc, moi, je m'amuse également très souvent pour évaluer, disons, la cherté des actions, à calculer ce qu'on appelle un ratio de Shiller, donc c'est le fameux PER, Price Earning Ratio. Euh, le Price Earning Ratio, c'est on prend en compte la capitalisation boursière sur le bénéfice, enfin le résultat net, mais le bénéfice, puisqu'on ne peut pas analyser si c'est négatif. En l'occurrence, 3 milliards sur 170 millions, ça nous fait un PER de 17,6. Donc ça, c'est pas du tout affolant. Si on était à 40, ce serait affolant. Si on était à 10, ce serait génial. Mais là, on est à peu près dans la moyenne du marché. Donc c'est correct. Et ensuite, à savoir, petite précision, le taux de retour aux joueurs, il est de 2 tiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble des mises, la FDJ reverse les 2 tiers aux parieurs. Donc sur 16 milliards, la Française des Jeux va rétribuer 10,5 aux joueurs. Et va tout de même rétribuer 3,3 milliards à la collectivité. Donc rappelez-vous, c'est ce que je vous montrais là en bleu, le prélèvement sur les mises. Donc ce qui revient à la collectivité, enfin c'est ce qui revient dans les poches de l'État, hein, tout simplement, via les prélèvements sur les mises. Et donc ensuite, toute charge déduite, dont l'impôt sur les sociétés, reste 170 millions de bénéfices nets. Donc c'est quand même pas si glorieux que ça, c'est pas aussi idyllique que ce que les médias peuvent nous laisser penser. Donc ensuite, pourquoi l'État cède-t-il un tel bijou de famille? Donc pourquoi l'État cède une entreprise si iconique, si emblématique? Il faut comprendre une chose, c'est que l'introduction en bourse de la Française des Jeux va permettre à l'État de récupérer au bas mot 1 milliard d'euros. Rappelez-vous, la valorisation de la société est estimée à 3 milliards. L'État va lâcher 50%. Donc, a priori, c'est au moins 1,5 milliard qui vont rentrer dans la poche de l'État. Alors, moi, je me pose cette question parce que je m'intéresse énormément à la finance, à l'économie, etc. Et j'ai raisonné en tant qu'investisseur. Les actions de la Française des Jeux, elles ont un rendement estimé à 4%. Donc,
c'est quand même pas, c'est beaucoup mieux que le livret A et que la plupart des toutes les assurances vie en euros. Donc c'est très intéressant pour l'État de conserver un placement à 4%. Ça paraît logique. Sachant qu'aujourd'hui, dans une politique de monétaire, certes catastrophique, mais où les taux sont quasi nuls, voire nuls ou négatifs, l'État français peut se financer sur les marchés financiers à taux zéro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a aucun intérêt. Des fois, l'intérêt est même négatif, ce qui fait que l'État va rembourser moins. Aujourd'hui, l'État peut se financer gratuitement. Le coût du crédit est inexistant. Peut se financer gratuitement sur les marchés monétaires et obligataires. Donc ça veut dire que ça ne lui coûte rien de s'endetter. Donc pourquoi se financer, pourquoi lâcher un actif qui rapporte du 4% pour se financer alors que ça pourrait être gratuit de se financer? Ça pourrait coûter 0%. Eh bien, moi, je me suis posé la question parce que ça, encore, on serait dans les années 90, 80, voilà, quand on a eu de l'inflation et des taux très élevés. On aurait pu comprendre, mais là, c'est pas du tout valable. Et je me suis posé la question, et moi, mon avis personnel sur la question, c'est, il faut combiner différents éléments. Je pense que c'est le cumul de tous les éléments que j'ai écrits ici qui rentrent en compte. Le monopole des jeux, la Française des Jeux, sera échu dans 25 ans, comme je l'ai précisé juste avant. La Française des Jeux a peu de relais de croissance, donc c'est très difficile, par exemple, pour la Française des Jeux de s'internationaliser, puisque la plupart des autres pays ont également des monopoles, et c'est difficile de se digitaliser maintenant en raison de la forte pression concurrentielle qui existe déjà en ligne. Même si c'est encore possible, ça reste très restreint comme potentiel. Et surtout, et ça c'est le plus important, là les deux, voilà, les marchés boursiers aujourd'hui sont historiquement hauts, donc ça c'est très important de le comprendre. Donc l'État va lever un maximum de liquidités. L'État aujourd'hui, le CAC 40 avoisine les 6000 points. Ça fait l'indice de phare de la Bourse de Paris n'a jamais été aussi haut depuis la dernière grande crise financière. Et la plupart des introductions en bourse, et ça paraît logique, interviennent lorsque les marchés sont très hauts. Et pour l'État, c'est une aubaine d'introduire la FDJ quand les marchés sont très hauts, puisque ça va lui permettre de lever plus d'argent. Et en l'occurrence, l'État français ne sait pas s'il aura encore l'occasion, d'ici les 25 années, de profiter d'une telle aubaine. Donc, c'est une des raisons qui font que le choix a été fait de privatiser la FDJ cette année. Et ensuite, l'État touche, et c'est ça le plus important finalement, c'est que l'État touche près de 95% de ses profits de la FDJ via la taxation sur les mises. Donc finalement, pour l'État, c'est une opération indolore. C'est les, les dividendes que l'État va perdre en fait. On s'en fiche. Enfin, l'État n'en a absolument rien à faire, puisque ça représente absolument rien. Les dividendes, ça représente peut-être 100 millions d'euros sur 2018, alors que derrière, l'État va tout de suite maintenant récupérer quelque chose comme 1,5 milliard d'euros. Donc ça représente l'équivalent d'au moins 15 années de dividendes. Et donc voilà. Et l'État continuera de toucher, bien évidemment, l'impôt sur le bénéfice. Et donc, l'astuce du gouvernement pour vous appâter, on va dire, hein, voilà, pour vous faire tomber dans le guet-apens, dans le piège, dans le traquenard, appelez ça comme vous voulez, parce que moi, je trouve que c'est assez maladroit du gouvernement de promouvoir autant, finalement, la FDJ. Donc, l'astuce pour vous appâter, c'est quoi? C'est que le gouvernement propose une décote de 2% sur le prix de souscription des actions et propose une action offerte pour 10 détenus si vous les conservez au minimum pendant 18 mois. Alors, c'est une très belle opération séduction et je pense qu'il y en a plus d'un qui vont se ruer vers cette opportunité. Mais sachez que la décote de 2%, elle va être complètement grignotée par le fait que la surmédiatisation de l'État va faire gonfler le cours de l'action, donc le prix définitif. Et ensuite, le fait qu'une action soit offerte pour 10 détenus, très franchement, vous pouvez acheter des actions Air Liquide. Si vous gardez vos actions pendant 2 ans, vous aurez exactement les mêmes conditions. Une action offerte pour 10 détenus avec une entreprise très solide, très bien gérée, financièrement et stratégiquement très très bien gérée, très bien positionnée également, et qui en plus vous permettra d'avoir des dividendes majorés de 10% si vous les détenez directement auprès de la société. Donc voilà, pour moi ça c'est bullshit, c'est inutile et ça ne mérite pas de prendre une décision d'achat. Et donc, évidemment, si les cours s'envolent, l'État pourra toujours céder, rappelez-vous, les 20% de participation qu'il aura encore conservées.
pour tirer encore plus profit de l'opération et voilà, gagner encore plus d'argent lorsque les marchés sont très très hauts. Ensuite, on va regarder un peu en arrière, on va regarder dans le passé, puisque c'est très important de regarder l'antériorité de l'histoire de la bourse pour comprendre est-ce que finalement, historiquement, les introductions en bourse euh, sont, excusez-moi, voilà, sont vraiment réussies. Donc les dernières grandes privatisations de l'État ont quasiment toutes été un échec depuis leur introduction en bourse. EDF, 2005, le cours boursier, donc a été introduite en bourse en 2005. Aujourd'hui, le cours boursier a été divisé par 3. Suez, le cours boursier a été divisé par 1,5. Engie, le cours boursier a été divisé par 2. France Télécom, désormais Orange, le cours boursier a été divisé par 2. Et là, j'ai vraiment trouvé la pépite qui confirme la règle. Thomson Multimédia, donc désormais Technicolor, le cours boursier a été divisé par 150. Vous avez bien entendu, aujourd'hui, l'action ne vaut même pas 1 euro, à peu près 82 centimes. Elle était à 130 euros à peu près quand elle a été introduite en bourse. La seule exception que moi j'ai notée, c'est l'entreprise Total, donc qui historiquement avait été nationalisée, enfin était nationale, et a été privatisée. Total, c'est une très belle société et elle est très bien gérée, elle continue de croître d'année en année. Et devinez quoi, vous savez quoi? Parmi toutes les sociétés que j'ai pas, dont je, que je, dont que je viens d'évoquer, c'est la seule société privatisée dont l'État n'est plus du tout actionnaire. L'État, c'est encore l'actionnaire majoritaire de toutes les sociétés que vous voyez ici. Et je dis bien l'actionnaire majoritaire. Donc c'est l'État qui influence le plus les décisions en assemblée générale d'actionnaires et qui oriente les décisions en sa faveur. C'est quand même incroyable de se dire que Total, qui est la seule société où l'État n'est plus du tout actionnaire, c'est la seule privatisation qui a réussi. Moi, je trouve ça assez... Je trouve que ça met un peu la puce à l'oreille. Donc, comprenez une chose, c'est que si on prend un petit peu considération de tout cela, eh bien pour la FDJ, c'est pareil. L'État va conserver 20% du capital et il en restera l'actionnaire majoritaire, puisque il y a à peu près 30% du capital qui est détenu par des groupes historiques qui n'ont pas l'intention de vendre. Il y aura 20% par l'État. Il y a seulement 33% réservés aux particuliers. Et voilà, disons que le capital sera suffisamment atomisé pour que l'État conserve le, le- la, la participation la plus importante au sein de la structure actionnariale de la FDJ. Donc, on est exactement dans le même cas que toutes ces sociétés. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que finalement, ça dénote pas est-ce que c'est pas révélateur? Autre exception que j'ai notée de très belles privatisations, il s'agit des concessions autoroutières, donc pas toutes, mais la plupart. Donc en l'occurrence, je parle de voilà, les réseaux autoroutiers. Donc c'est depuis, donc il me semble que c'est Dominique de Villepin qui avait choisi de privatiser les autoroutes. Euh, Bizarrement, ça a été une très belle affaire pour Vinci et Eiffage, qui aujourd'hui s'en mettent plein les poches. Et en l'occurrence, l'État n'a pas fait appel au public pour cette privatisation. Et la bonne affaire, elle est directement, discrètement tombée entre les mains de Vinci et d'Eiffage. On n'en a pas trop entendu parler et voilà, donc la belle affaire, en l'occurrence, elle reste un petit peu, disons, entre grands groupes et l'État, et ensuite la FDJ, bon, bah, c'est un peu, enfin moi, c'est ce que je comprends. Et l'État n'est pas du tout actionnaire de Vinci ou d'Eiffage, encore une fois. Donc, moi, je me méfie énormément des sociétés où l'État est actionnaire ou où l'État reste actionnaire finalement. Donc, ok, cela étant dit, on va passer à la suite. Donc, je vous rassure, la vidéo est bientôt terminée. Donc, pour moi, les perspectives d'avenir de la Française des Jeux, ce sont les suivantes. Donc, il faut comprendre que dans le cycle de vie du secteur et enfin, de l'entreprise, la société, elle se situe à mi-chemin entre croissance et maturité. C'est-à-dire que depuis à peu près une décennie, le chiffre d'affaires, il croît tous les ans environ de 4,5%. Donc, il y a quand même de la croissance, mais on sent qu'elle commence à ralentir finalement. Donc, que l'entreprise finalement va d'ici quelques années arriver dans une phase de maturité. Ensuite, un avantage considérable, les revenus de la FDJ, en fait, ils sont assez prévisibles sur les 25 prochaines années, donc tant que le monopole est garanti. Euh, et c'est une valeur qui est assez défensive, finalement, peu sensible aux crises, donc ça c'est intéressant, ça permet d'avoir de la visibilité. Mais ensuite, on est à peu près sûr de ce qui se passera pour les 25 prochaines années, mais ensuite, que se passera-t-il? Quand le monopole sera échu, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que la concurrence va nous grignoter d'un coup ou pas?
on n'a aucune idée de ce qui va se passer et c'est quelque chose à vraiment garder en tête. Ensuite, ça c'est quelque chose d'assez intéressant pour quelqu'un qui veut investir sans se poser de questions en bourse. Le dividende, il est plutôt stable, donc il est à peu près estimé à 4%. Donc ça, c'est mes calculs, mais je pense qu'avec l'introduction en bourse, on sera légèrement en dessous de 4% d'ici quelques jours. Mais il devrait être à peu près constant sur les 25 prochaines années à venir. Mais attention, comprenez une chose, c'est que le dividende de 2018, il était inférieur à celui de 2017. Même si celui de 2017 était supérieur à celui de 2016. Donc, le dividende, finalement, il est prévisible, mais il reste un petit peu erratique, il fluctue légèrement. Donc, le problème de cette société, c'est que certes, on a un dividende qui est plutôt stable, à peu près le même tous les ans, mais il n'augmente pas. Donc, ça ne corrige pas les phénomènes d'inflation. C'est-à-dire que tous les ans, votre dividende, il va être à peu près stable, mais l'inflation, elle sera quand même là. Donc, vous, en l'occurrence, votre capital va perdre en valeur un petit peu. Donc la FDJ, c'est clairement une valeur de rendement, hein, c'est une valeur voilà, pour toucher 4% de rendement sans se poser de questions. Et c'est typiquement, alors voilà, la cible marketing du gouvernement via les médias, c'est clairement le bon père de famille. C'est un placement de bon père de famille qui a un peu de sous, voilà, quelques milliers à placer en bourse. Et la FDJ est là pour le guider dans ses choix, on va dire. Donc, comme je l'ai dit, l'État reste l'actionnaire majoritaire de la Française des Jeux. Donc, toutes les décisions qui seront prises en assemblée générale d'actionnaires, elles seront toujours orientées dans l'intérêt du gouvernement. Il faut savoir que toutes les sociétés connaissent des assemblées générales, du moins les sociétés anonymes en bourse, elles ont des assemblées générales d'actionnaires qui ont pour objectif voilà, de décider, voilà, entre autres, de la rémunération du patron, par exemple, mais aussi des décisions stratégiques à prendre, etc. Et donc, les décisions des assemblées générales d'actionnaires, elles orientent l'avenir des entreprises, très clairement. Et l'actionnaire majoritaire restera l'État. Donc, l'État va orienter les décisions dans son intérêt. Et c'est logique. Et rappelez-vous que l'État n'a pas des finances publiques en très bonne santé. N'oubliez pas. Donc, je précise une chose, je ne pense pas que l'État va nous la faire à l'envers, je dirais, tant que le gouvernement de Macron restera en place, mais qu'en sera-t-il pour l'avenir? Hein. Donc, la Française des Jeux est dirigée aujourd'hui par des fonctionnaires, et elle le restera. Donc, la présidente actuelle, Stéphane Pallez, donc elle s'appelle Stéphane, mais c'est une dame, hein, voilà. C'est une haut fonctionnaire et qui vient tout juste à peine là d'être reconduite par l'Assemblée nationale pour un nouveau mandat. Donc rassurez-vous, quand vous allez acheter votre action FDJ, cette haut fonctionnaire sera encore à la direction, à la tête de la FDJ pour de nombreuses années. Et donc finalement, l'État continuera de diriger, malgré la privatisation, de fait, la FDJ. Même si l'État n'a que 20%, dirigera, soit même si l'État finalement cède ses parts, dirigera toujours la Française des Jeux de par le cadre réglementaire qu'il fixe, de par les fonctionnaires qu'il place à la tête de la FDJ, et voilà, de par tout simplement les taxes, etc. Donc la réglementation qui encadre les activités de la Française des Jeux, elle est décidée par le gouvernement. Donc voilà ce que je viens de dire. Même si l'État cède toutes ses participations et n'est plus actionnaire, bah, ça n'aura aucun impact pour la FDJ, puisque de toute manière, la réglementation, c'est l'État, le gouvernement qui la fixe, et c'est une réglementation dérogatoire que je trouve assez injuste, puisque taxer sur le chiffre d'affaires, c'est absolument stupide, c'est aberrant. Bon, toujours est-il que le gouvernement viendra toujours mettre son nez dans tout ce capharnaüm. Donc il est peu probable, comme j'ai dit, que sous l'ère Macron, la réglementation se durcisse. Pourquoi? Parce que Macron a tendance à vouloir favoriser l'actionnariat populaire et à notamment voilà, alléger, disons, les, la fiscalité du plan d'épargne en action et les modalités d'ouverture, etc., du PEA. Et je pense pas que la réglementation va se durcir tant que Macron est à la présidence. Mais ensuite, que se passera-t-il dès que son quinquennat sera échu? Est-ce que la réglementation sera complètement réformée? Parce que si on a un gouvernement de gauche ou d'extrême gauche qui arrive au pouvoir, il va peut-être vouloir même nationaliser, renationaliser la FDJ, enfin bon, vous imaginez, ou dans ce cas-là, si c'était pas possible, de nouveau taxer les actionnaires le plus possible, etc. Enfin bon, c'est le côté politique en l'occurrence, c'est très important en l'occurrence. Donc ensuite, les relais de croissance potentielle de la FDJ, donc le développement des activités en ligne, c'est très important. Alors, elle est très peu présente en ligne, la Française des Jeux, donc elle a quand même un petit potentiel, mais la plupart des activités en ligne sont déjà très concurrentielles.
Et la FDJ pourrait s'internationaliser, mais bon, a priori, c'est une opportunité qui serait compromise puisque en fait, de nombreux pays disposent déjà de monopoles, comme c'est le cas en France. Donc, conclusion, est-ce que j'achète, oui ou non, des actions de la Française des Jeux? Donc là, on arrive vraiment à la fin de la vidéo. La dernière slide, je vous révèle tout dans 3 minutes, vous saurez tout et ce que je fais moi. Donc, certes, il est peut-être préférable d'acheter des actions de la Française des Jeux plutôt que d'être client de la Française des Jeux et d'acheter des tickets à gratter, puisque statistiquement, même dans les probabilités, vous avez plus de chances de gagner de l'argent en bourse que en achetant des tickets à gratter. Mais je déconseille d'investir dans la Française des Jeux. Donc même si tout le monde, il y a beaucoup d'analystes qui vous disent oui, il faut acheter la Française des Jeux, oui, il faut investir, oui, c'est un placement sûr, oui, c'est un placement d'avenir, oui, le monopole, il est pour 25 ans, oui, si, cela. Moi, je vais vous dire que non. Clairement, j'achèterai pas de la Française des Jeux et toutes les actions que j'ai en portefeuille sont toutes beaucoup plus performantes que la Française des Jeux. Donc, sachant que alors, malgré un business model qui est très robuste, qui est très intéressant et qui est intemporel, ben, la Française des Jeux, elle reste complètement contrôlée par l'État. Déjà en raison de la direction de la Française des Jeux, que des fonctionnaires choisis par le gouvernement. C'est contrôlé par l'État puisque l'État est le principal actionnaire. Et a priori, peu de chances voilà, qu'une personne, physique ou morale, dépasse les 20% de capital de l'État. Et puisque l'État d'ailleurs fixe une limite hein, de montant à la souscription d'actions, là je précise, hein, pour vraiment bien atomiser l'actionnariat. Et ensuite, évidemment, le gouvernement fixe le cadre réglementaire qui, en l'occurrence, c'est complètement qui est confiscatoire, moi je dirais, puisque taxer sur le chiffre d'affaires, c'est aberrant. Donc finalement, l'État, dans tous les cas, il gagnera. Et pour moi, un business model, il peut être en or, mais si l'environnement dans lequel il se situe n'est pas fertile, ça sert à rien d'investir. Pour moi, l'un doit aller avec l'autre. Voilà. Donc pour moi, à ma connaissance, c'est la seule société qui est à la fois imposée sur le chiffre d'affaires, donc sur les mises, et sur le bénéfice. Mais comme je l'ai dit, ça pourrait être une situation ubuesque, puisque imaginez si elle est en perte. Elle est quand même imposée sur le chiffre d'affaires. Vous ne trouvez pas ça absolument aberrant? Moi, si. Et donc voilà. Et la surmédiatisation, je vais y arriver, qu'on connaît actuellement hein, dans l'actualité, devrait faire très logiquement, artificiellement grimper en flèche le cours boursier de l'action FDJ en raison du fait que énormément d'individus vont vouloir acheter cette action, puisque tout le monde maintenant est au courant de la Française des Jeux, de l'introduction en bourse, patati patata, nanani, nanana. Tout le monde voudra acheter. Pression acheteuse, loi de l'offre et de la demande, les cours boursiers augmenteront. Donc, dans ce cas-là, si ça vous intéresse tout de même, quand pourriez-vous éventuellement acheter des actions de la Française des Jeux? Alors moi, personnellement, j'achèterais des actions de la Française des Jeux que si les 3 conditions que j'ai inscrites ici sont réunies. Mais vous pouvez très bien en décider autrement pour vous personnellement. Pour moi, je suis assez restrictif sur mes choix d'investissement. Donc, j'achèterai éventuellement des actions de la FDJ lorsque, d'une part, déjà, l'imposition, elle se fera uniquement sur le bénéfice, comme pour n'importe quelle autre société, et qu'elle se fera plus sur le chiffre d'affaires en complément. C'est absolument aberrant, je trouve. J'achèterai peut-être éventuellement de la Française des Jeux en cas d'assouplissement très significatif du cadre réglementaire de la Française des Jeux, puisque il est assez restrictif, d'ailleurs, c'est en partie en raison de la taxation sur le chiffre d'affaires. Et également, et ça finalement c'est important pour moi, parce que j'ai remarqué que les sociétés dirigées par des fonctionnaires et contrôlées par le gouvernement français ne sont pas très performantes. Donc lorsque la société ne sera plus dirigée par des fonctionnaires, dont finalement le seul intérêt est de servir l'État, et qu'elle sera plus, à contrario, dirigée par des individus du secteur privé, dans ce cas, peut-être que je m'intéresserai à la FDJ. Donc moi, mes préconisations, mes conseils, si vous hésitez aujourd'hui, vous pouvez prendre le risque. Vous êtes libre de faire vos choix, mais moi, je vous mets en garde en tout cas. Mes conseils, si ça vous intéresse quand même d'acheter cette action, je vous recommande sérieusement d'attendre au moins 2020. C'est 1 mois et demi, même pas, voilà, dans 1 mois et demi. On est en 2020. Moi, je recommande d'attendre au moins 2 ou 3 mois, mais attendez au moins minimum 2020 pour constater l'évolution du cours boursier avant de prendre position, avant d'acheter par exemple.
Donc, tout simplement parce que comme je l'ai dit, avec l'engouement populaire qu'on peut connaître maintenant, il y a fort à parier que le cours boursier va être assez haut, va peut-être même encore augmenter suite à l'introduction en bourse. Mais est-ce qu'il en sera toujours de même d'ici quelques mois? J'en suis pas sûr. Et à mon avis, je parierais plutôt sur un cours boursier début 2020 qui sera un peu inférieur au cours d'introduction dans quelques jours. On verra, je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Et ensuite, toujours penser aux fondamentaux à la fois stratégiques, donc c'est tout l'environnement finalement qui gravite autour de la société, qu'il soit juridique, réglementaire, fiscal, etc. Et toujours penser également aux fondamentaux financiers de la société avant de se décider. C'est-à-dire analyser les ratios financiers, le bilan comptable, le compte de résultat. Alors évidemment, il ne faut pas forcément rentrer trop dans le détail, mais analyser au moins l'évolution sur quelques années des données, enfin des éléments financiers de l'entreprise pour voir si elle est en croissance, etc. Bon, en l'occurrence, les éléments financiers de la FDJ sont corrects. Voilà, c'est pas une société qui a besoin d'investir massivement comme une entreprise comme Renault qui est à fond dans l'innovation, etc. Ou une société comme Total qui doit investir des milliards dans l'exploitation d'énergie fossile. Mais tout de même, je conseille quand même d'analyser en profondeur à la fois les fondamentaux stratégiques et financiers de la société. En l'occurrence, les fondamentaux stratégiques ne me correspondent pas et financiers sont corrects. Donc maintenant, révélation, oui ou non, est-ce que j'achète des actions de la FDJ? Tadadin. Eh bien non. Non, 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 non. Et je pense qu'en ce qui me concerne, je n'achèterai absolument pas d'actions de la FDJ. Jamais. Never. Appelez ça comme vous voulez. Mais pour moi, c'est ciao. Donc voilà, bah écoutez, comme d'habitude, qu'est-ce que vous voulez dire? Comme d'habitude, bah, ouais, voilà. Si le contenu vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à le liker, à commenter si vous avez des questions, bien évidemment, à commenter si vous avez des remarques, à partager cette vidéo à quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé, et évidemment à vous abonner à la chaîne si c'est pas, bah, si c'est pas déjà fait, en fait, tout simplement. Et puis quant à moi, bah, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si tel est le cas, je sais que la vidéo est très longue. Et puis j'arrête de tergiverser, je me tais et je vous dis à très bientôt. Merci.